Madame Fabienne Boulin-Burja, bonjour. Bonjour. Merci de répondre à l'agence Infolibre. Je vous présente brièvement. Vous êtes la fille du ministre Robert Boulin, ministre qui est mort en 1979. Alors, selon la version officielle, votre père se serait suicidé. Mais lorsqu'on regarde un petit peu précisément cette affaire, et vous avez d'ailleurs sorti un livre à ce sujet, Le Dormeur du Val, où vous relevez, si je ne me trompe pas, environ 75 anomalies. Alors peut-être C'est que ça. depuis vous avez encore trouvé de nouvelles anomalies. Alors tout d'abord, pour présenter un petit peu le contexte de l'affaire, est-ce que vous pouvez nous expliquer quel genre de personne était votre père, quelle était sa fonction et euh, quel était le contexte de l'affaire? On parle du fait que Monsieur Boulin était peut-être premier ministrable à cette époque. Donc voilà, si on peut un peu revenir sur les prémices de l'affaire Boulin. Alors, juste pour présenter Robert Boulin, c'est un Girondin. C'est quelqu'un qui est avocat, qui a fait de la résistance. Quand il est étudiant en droit, il passe à la résistance. Il est chef de réseau. Je dirais, c'est le vrai résistant qui sauve des vies, qui fait sauter des trains, qui fait passer les plans du mur de l'Atlantique. Voilà, il a un vrai résistant. Quand après guerre, il est avocat à Libourne, en Gironde, et il ne fait pas de politique. Il en fait sur le plan local comme ça, mais il ne demande aucun mandat. C'est quand Gérald de Gaulle est revenu en 58 qu'il a été élu député. Il a été élu député de la Gironde et maire de Libourne. En 61, de Gaulle le nomme secrétaire d'État au rapatrié au moment où il y avait toutes ces rapatriés d'Algérie qu'il fallait accueillir. Et il a été ministre 9 ans sous Gérald de Gaulle, il a été ministre de Pompidou et en fait, il a été ministre de 61 à sa mort 79 d'une façon continue, à l'exception de quand Chirac était Premier ministre. Voilà. D'accord, Parce que ces deux hommes-là ne sont bien. oui, donc ministre du Travail et ministre de la Santé, hein. Voilà, il a été ministre des Finances sous Barre et il est venu Oui. ministre du Travail. Ce qui est très rare de voir un ministre des Finances qui devient ministre du Travail, mais Barre lui a dit nous fermons la sidérurgie, ça va être très difficile. Boulin, c'est un homme qui aime le dialogue, qui aime la paix sociale. Et donc, il va peut-être nous éviter d'avoir de gros grabuges autour de la sidérurgie. Bon, donc il est ministre, mais c'est un rat de soc, comme on dit en Gironde, c'est quelqu'un qui a une sensibilité sociale incontestable, ce qui gênait quand même beaucoup au cabinet de Barre, parce que le capitalisme financier commençait à vouloir montrer ses oreilles. Donc là, il y avait un vrai enjeu. Mon père était quelqu'un qui était contre ça. Bon, alors tout ça pour dire que effectivement, nous sommes 2 ans avant les élections présidentielles de 81. Giscard d'Estaing veut se présenter à son deuxième mandat. Et il avait dit à Raymond Barre, son Premier ministre, que 2 ans avant les élections, il changerait de Premier ministre. Et il faisait dire autour de lui qu'il prendrait Robert Boulin. D'ailleurs, mon père disait, je n'aime pas ça, on nomme quelqu'un ou on ne fait rien, mais on ne le dit pas parce que ça vous met en danger. Bon, c'est pas parce qu'il allait être Premier ministre, mais c'est parce que c'était un Premier ministre qui n'aurait pas accepté, aurait changé la donne sur le plan économique, il aurait eu des temps, comme je vous l'ai dit, beaucoup plus social, mais c'est aussi quelqu'un qui serait venu chef de la majorité en tant que vieux gaulliste et ministre du général de Gaulle, il aurait été chef de la majorité. Et c'est pour ça que ça a enlevé des chances à Chirac de pouvoir se présenter en 81 comme gaulliste. Il aurait. Bon. Donc, si vous voulez, ça a ennuyé beaucoup le Colanta, c'est certain, sur le plan politique. Donc, cet homme, le 29 octobre 79, sort de son ministère à 15 heures, sort tous
dossiers qui sont contenus dans un coffre-fort, tous les dossiers qu'il a accumulés pendant 15 ans de ministère, et il se rend chez lui parce que depuis quelques semaines, il est mis en cause dans une affaire dite des terrains dramatuels. Alors en fait, il a acheté un terrain, il l'a payé comme il a dit, il l'a déclaré, et voilà. Et Voilà. donc, Alors, concernant, on peut s'arrêter 2 petites minutes sur cette affaire de Ramatuelle. oui, Donc, c'est un homme qui l'a, je ne sais, son nom là me revient pas tout de suite en tête. tourné. Voilà, qui l'a mis sur cette affaire. Et visiblement, cet homme-là était compromis avec des ennemis de votre père. Et donc, ce terrain avait déjà été vendu plusieurs fois. Et donc, visiblement, cette affaire avait été organisée afin de mettre des bâtons dans les roues de votre père afin qu'il ne soit pas nommé Premier ministre. Eh bien, voilà, c'est de tourner. En fait, il s'est révélé être un escroc, ce que on ne savait pas parce que c'était un résistant. Bon, vous savez, beaucoup de gens se disent résistant. Enfin, il était reconnu comme un résistant, qu'il était au cabinet de Saint-Denis qui s'occupait du tourisme. Bon, c'est quelqu'un qui a priori, il s'est révélé être un escroc, qui effectivement avait l'intention d'impliquer Robert Boulin dans ces terrains pour qu'ensuite il puisse jouer sur lui pour avoir le permis de construire pour 32 villas. Voilà. Bon, alors donc, mon père n'a pas intervenu pour tourner. D'ailleurs, j'ai une lettre du préfet du Var de l'époque qui le dit, qui n'a jamais pesé sur lui pour demander les 32 villas, qu'il n'y a pas de 32 villas, mais c'est vrai que mon père ne savait pas qu'il avait acheté un terrain où une petite partie avait été vendue 3 fois, puisque les gens le notaire qui avait vendu ces parties précédemment n'avait pas transcrit. Voilà. Donc, si vous ne transcrivez pas, vous ne pouvez pas savoir. Bon, donc tout ça, si vous voulez, ses ennemis politiques, parce que Tourné, effectivement, est très impliqué, il est dans certaines mouvances du parti chiracien et gaulliste. C'est un homme qui a rendu sans doute qui a de basses œuvres et donc on s'est autant servi de lui qu'il a voulu se servir de Boulin pour avoir ses villas. Ils se sont servis de lui pour empêcher Robert Boulin, au moins dans une première, empêcher Robert Boulin d'être Premier ministre. Le problème, c'est qu'il ne pensait pas que mon père allait se laisser faire et qu'il a décidé de réagir, d'où sans doute les dossiers qu'il a sortis le 29 octobre de son ministère. Voilà, donc pour la petite histoire, donc cette affaire a été organisée grâce à la complicité du Canard enchaîné. Bon, aujourd'hui, on sait que le Canard enchaîné se mouille dans différentes barbouzeries et visiblement, là, c'est eux qui ont sorti le premier à l'affaire. Et effectivement, votre père ne s'est pas laissé démonter. Il est notamment intervenu sur Europe 1 où il a lâché une bombe en disant qu'il avait des dossiers dont il ne pouvait pas parler ici. Et 9 jours après, on l'a retrouvé mort. Alors, on l'a retrouvé mort dans 50-60 cm d'eau, en disant tout de suite, ils ont annoncé qu'il y avait des barbituriques, mais il n'y en avait pas. Enfin, après, on va y revenir. Ouais. Sur tout ça, si vous voulez. Mais, oui, voilà. Alors, effectivement, donc les premières, lorsque le corps de votre père est découvert à 9 h du matin, on avance tout de suite la thèse du suicide. Selon la version officielle, sur quoi se basait cette hypothèse du suicide? Alors, quand nous étions très inquiets, que nous cherchions à savoir où était mon père cette nuit-là, il y a beaucoup de monde qui sont venus au domicile, qui proposaient des questions. Après, on a bien compris qu'il y avait des gens qui doivent être dans la manipulation, parce qu'ils ont menti après aussi au juge d'instruction, etc. Mais donc il y a beaucoup de gens qui viennent au domicile, et ce qui a été l'élément déterminant, c'est qu'on a retrouvé dans la corbeille du bureau de mon père un petit mot dactylographié disant « J'ai décidé de mettre fin à mes jours dans les étangs de Hollande ». Donc c'est ça, si vous voulez, quand mon mari qui cherchait partout, il y avait quelqu'un qui lui suggérait de regarder dans la corbeille,
Après, on a évidemment compris que c'était pas si anodin que ça. Il a retrouvé, voilà, donc c'est lui qui a donné l'alerte avec mon frère, et c'est ça qui a orienté, si vous voulez. Mais voilà, on a appelé parce qu'on était persuadé qu'on pouvait retrouver mon père vivant. Voilà. Donc on a alerté les pouvoirs publics. Mon mari est allé au ministère de l'Intérieur. On l'a refusé de le recevoir. On lui a demandé d'aller directement à Matignon. Et là, il a l'impression qu'il n'apprenait rien à tous ces gens-là. Et c'est d'ailleurs des années après qu'on saura que le corps a été retrouvé justement au début de la nuit et pas du tout le lendemain à 9h moins le quart, comme officiellement on le dit encore. Voilà, il me semble que c'est Raymond Barre, dans un témoignage postérieur, qui a dit que vers 3 heures du matin, il était déjà au courant de la mort de votre père, hein. Voilà, alors il le dit dans son livre, son souvenir de son passage comme Premier ministre. Et donc, il dit qu'il a été réveillé en pleine nuit, lui dit, je crois, 2 heures du matin, et on lui dit déjà qu'il s'est suicidé, qu'il a avalé des barbituriques. Toute la thèse officielle est prête. Et il y a le ministre de l'Intérieur, Christian Bonnet, lui, qui l'a su autour de 3 heures du matin. Et Yann Gaillard, directeur de cabinet de mon père, a été convoqué à 2 heures du matin et à Matignon, et il a appris, lui, qu'on avait retrouvé le corps à 2 heures du matin. Donc, si vous voulez, il y a eu une manipulation. Dès le départ, le corps a été retrouvé s'il a été perdu. Il a été retrouvé autour d'1 heure du matin, et on voudrait maintenant évidemment savoir tout ce qui s'est passé pendant cette nuit-là, où je sais il y a un procureur général qui est allé sur les lieux, il y a eu beaucoup de police qui est allée, de policiers, etc. Donc c'est pour ça que d'ailleurs je pense qu'un jour on saura, parce qu'il y a pas mal de témoins quand même. Oui, alors, les premiers à avoir été sur place, c'était donc la gendarmerie, qu'on a très vite dessaisi de l'affaire. Et donc, notamment le gendarme qui a découvert le corps de votre père, aujourd'hui n'est plus soumis au devoir de réserve et a témoigné il y a quelques années en expliquant qu'effectivement il avait trouvé le corps, dont les genoux touchaient le fond et la tête hors de l'eau. Et que lorsqu'il avait vu la face tuméfiée de Monsieur Robert Boulin, il s'est dit, voilà, cet homme-là s'est fait rouer de coups. Alors, tout d'abord, dans les premiers jours, donc ces faits-là n'étaient pas encore connus, vous avez cru à cette version officielle. Qu'est-ce qui vous a mis la puce à l'oreille et qui vous a fait douter de cette version? Alors, en fait, moi, j'avais beaucoup de mal à croire à cette version, toute ma famille, parce que mon père était un homme on discutait beaucoup de ses bâtons dans les roues, le fait qu'on voulait le dégommer. Mon père était très inquiet parce qu'il parlait d'assassins. Donc, on n'était pas du tout dans cet état d'esprit. Mon père était un homme très courageux, c'était un chrétien, donc il n'était pas. On n'a pas envisagé le suicide. C'est parce que toutes les autorités de l'époque nous ont dit qu'ils avaient enquêté, que l'enquête était minutieuse et qu'il n'y avait pas de doute. Alors moi, je suis quelqu'un de modeste. On a cru aux institutions. On ne pouvait pas penser que tout l'État nous mentait. Et c'est pour ça que mon frère a écrit un livre qui a été d'ailleurs un poids très lourd par la suite. Dans le mois qui a suivi, il a écrit un livre et pour s'expliquer le suicide qu'il ne comprenait pas. Et en disant, mais je ne comprends pas, j'ai rien vu, moi qui t'aime tant, j'ai rien vu, voilà. Et ma mère, jamais, elle n'y a pas cru. Elle a tout de suite compris que il y avait des assassins dangereux. Quand elle a commencé à se rebeller, et quand on lui a dit qu'il fallait mieux qu'elle dise que le Valium venait de sa pharmacie personnelle et que des deux boîte de Valium avait disparu, on lui a dit si elle ne disait pas ça, elle avait le wagon de son fils qui serait accroché à celui de son mari. Voilà, je veux dire que on n'y a pas cru longtemps au suicide, mais
ma mère nous a protégés parce qu'elle avait vu son frère qui avait fait de la résistance, qui avait été arrêté par les Allemands, mais avec l'aide des Français aussi. Donc, elle savait ce dont étaient capables les autorités. Vous avez mentionné le Valium, c'est un détail intéressant aussi, parce que donc la presse a d'abord parlé de barbiturique, jusqu'à preuve du contraire, on n'a retrouvé aucune trace de barbiturique, Oui, mais il y en a pas. effectivement, on a retrouvé des traces de Valium. C'est une substance qui peut être utilisée lors d'un interrogatoire pour amollir la personne et lui faire dire ce qu'on a envie de lui dire. Donc visiblement, peut-être que votre père aurait été interrogé et battu, et c'est peut-être même cet interrogatoire qui aurait mal tourné et qui aurait entraîné sa mort. Alors, c'est possible, c'est pour ça que nous attendons quand même que la justice fasse la vérité, mais c'est vrai qu'il y a quand même une dose importante de Valium qui a été retrouvée dans le sang, ce qui, si, selon la thèse officielle, il aurait avalé une trentaine de comprimés, on n'a retrouvé aucun comprimé dans le corps, donc c'est pas possible. On a retrouvé le comprimé qu'il a pris pour digérer avant de partir de son domicile, de la bilifuine, c'est rien, ça s'achète en pharmacie sans ordonnance. Là, on a retrouvé le comprimé. Donc, la thèse la plus probable, c'est qu'effectivement, il a eu une piqûre de Valium. Et ce Valium-là, c'est effectivement, ça annihile la volonté. C'est-à-dire que les violeurs s'en servent, les estorqueurs de signatures aussi. Donc, c'est effectivement, on aurait pu, même on peut envisager que pour les lettres, on les contraint à signer. Il faut aussi, c'est une éventualité qu'un expert a envisagée, sous la contrainte. Donc, voilà. D'accord. Alors, dans une mort, quand il y a une mort comme ça, touchant une personnalité aussi importante, on se doute qu'il y a eu des autopsies. Enfin, en tout cas, tout d'abord, la première autopsie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment celle-ci s'est déroulée? Alors, nous, on nous a demandé, sinon interdit, de venir sur les lieux, et même à l'Institut médico-légal. Donc, de laisser faire la justice. Voilà. Donc, c'est vrai qu'elle a pu savoir les circonstances, si elle avait voulu, on aurait pu connaître la vérité ce 30 octobre. Bon, alors, effectivement, il y a eu une autopsie dans l'après-midi. D'abord, le corps a été amené au terme. Alors aussi, les médecins légistes disent quand même, quand il y a ce visage qui est cabossé, où il a reçu des coups, parce qu'il a 8 hématomes, il y a des fractures que la première autopsie passera sous silence, mais qui seront mises en évidence lors de la deuxième autopsie. Une de 1 centimètre sur la maxillaire, ce qui est vraiment un gros coup, parce que c'est un des os les plus solides du squelette. Donc au nez, etc. Le procureur demande que l'autopsie du crâne ne soit pas faite. Et là, il dit, c'est la famille qui le demande. Alors ils diront ça des années, mais après ils le diront plus parce que la famille n'a rien demandé. Lors de la deuxième autopsie, on s'apercevra aussi que le corps est embaumé. Donc là, normalement, c'est la famille, c'est déposé à la préfecture de police, il faut l'autorisation de la famille. Donc ça. Bon, alors, lors de cette première autopsie, ils disent qu'il est mort noyé et qu'il a avalé l'eau de l'étang rompu. Or, la première chose que toutes les légistes font, c'est d'analyser l'eau qu'on retrouve dans le corps pour voir si c'est bien l'eau de l'étang rompu. C'est une chose. Alors ça, ils ne le font pas. Ouais. Donc, ils disent qu'il s'est noyé d'un temps rompu, mais il n'y a aucune preuve scientifique. À partir de là, il y a D'ailleurs, les poumons même disparaîtront. Voilà, à chaque fois que nous, on demandera par la suite, qu'on portera plainte, et on demandera des examens, des expertises, à chaque fois, les scellés disparaîtront. Voilà, comme par hasard. D'ailleurs, le sang a été volé à l'Institut médico-légal très rapidement, un mois après, parce que mon père avait un sang rare, assez rare, A-. Et donc, si on avait demandé une expertise, peut-être qu'on n'aurait pas retrouvé ce même sang.
c'est parce que pourquoi voler l'Institut médico-légal le sang de Robert Moulin? Alors l'expert a porté plainte et puis l'enquête, à mon avis, n'a même pas été faite parce que ça ne peut être que c'est dans les locaux de la police et il faut quand même c'est de quelqu'un qui en a autorisation. On se promène pas. Un quidam ne se promène pas dans ces locaux. Bon alors tout ça pour dire que l'enquête immédiatement a été orienté vers le suicide, mais on a aussi empêché une analyse normale parce que de toute façon, il faut regarder les événements. Hein. Donc, en plus, on savait que Robert Boulin était menacé. Il avait en permanence 24 heures sur 24 des policiers en civil devant son domicile. Il avait 2 policiers pour sa sécurité. Donc, c'est normal de faire une enquête approfondie quand même. Le Et surtout quand policier on qui voit. était étonnamment absent avec lui ce soir-là. Oui, voilà. Alors, quand on voit qu'il a une tête de boxeur, qu'il a une plaie importante au poignet, qu'il a un costume où il manque la poche du costume, du veston est arrachée, le gilet est coupé en deux, enfin bon, voilà. Et alors, en plus, les médecins légistes montrent bien qu'il est mort sur le ventre, sur le dos. Or, on le retrouve, comme vous disiez, un peu accroupi sur le ventre. Donc, c'est en totale contradiction avec la version que les policiers essayent de valider. Et donc, à tout moment, donc l'autopsie est mal faite, l'enquête préliminaire. Il y a des gens qui viennent, qui se présentent spontanément, on ne les écoute pas. Il y a des traces de doigts sur la carrosserie qu'il faudrait expliquer. Il faudrait aussi expliquer pourquoi il y a des mégots dans sa voiture et à qui ils appartiennent, etc. Sans parler du fait qu'il était censé avoir marché 7 mètres dans 40 cm de vase, qu'il n'a pas perdu ses mocassins et qu'il n'a aucune trace de vase en bas du pantalon et des chaussures. Donc, effectivement, il y a énormément d'anomalies. Il n'y a rien qui permettait de conclure au suicide et il n'y a aucun élément scientifique qui prouve voilà. Donc, il y a tout de suite, on annonce la mort de mon père. Très rapidement, on annonce son suicide. Daniel Brem, qui est à l'époque brillante journaliste politique, vient au journal de France 2 vers 12h30 expliquer comment Robert Boulin s'est suicidé, qu'il a pris des barbituriques. Alors que, comme vous disiez, il n'y a jamais eu aucune trace, parce que c'est ça qui pourrait expliquer qu'on puisse se noyer dans 50 centimètres. Le Valium n'a jamais permis de se noyer, sauf si on est absolument rempli si on est sous, ce qui n'était pas le cas. Donc elle explique tout, comment il est rentré dans les temps, elle explique qu'il a envoyé des lettres posthumes, ce qui est extraordinaire, parce que personne ne savait qu'il y avait des lettres posthumes, personne n'en avait reçu à ce moment-là. Voilà, donc ça s'appelle une affaire d'État qu'on recouvre tout de suite d'une volonté qu'on ne dise pas la vérité et d'empêcher qu'on puisse un jour la connaître, parce que le fait que le corps soit embaumé, la deuxième expertise verra qu'on ne peut plus faire aucun examen sérieux sur le corps, tous les organes sont changés. On ne peut que constater les fractures, tout le reste, l'embaumement l'empêche de faire les constatations. Alors la justice, lorsqu'elle se saisit du dossier, en 9 jours à peine, conclut à un non-lieu. Est-ce que vous pourriez développer ce point précis? Alors, nous avons eu quelques juges d'instruction. Il y a Madame Wiśniewski, c'est son premier poste. Elle arrive de la chancellerie. Elle arrive le 9 janvier. C'était le 9 janvier 91. Voilà. Elle hérite d'un dossier qui est particulièrement volumineux puisqu'il fait à peu près 1 mètre de hauteur. Son prédécesseur, Monsieur Verlaine, nous avait dit à notre avocat, surtout attendez au moins 3 mois pour qu'elle connaisse le dossier. Et elle,
elle va, le 17 janvier, elle transmet le dossier de cette affaire au parquet pour règlement. C'est-à-dire qu'elle est quand même très douée parce qu'elle a pu se faire une intime conviction sur un dossier très complexe de 1 mètre de haut. Après, le parquet va décider qu'il faut prononcer un non-lieu et Madame Wisniewski va suivre les recommandations du parquet à la lettre. Donc, ce dossier va être recouvert d'un non-lieu alors qu'il y a énormément d'expertises qui devraient être faites. Et moi, j'avais demandé que ça soit, il y a plein d'expertises, il y a plein de témoignages dont on espérait quand même qu'elle allait pouvoir aboutir. Donc, du jour au lendemain, tout est fermé, il n'y a plus de juge d'instruction. D'accord. Alors, sur le plateau d'On n'est pas couché, vous êtes passé chez Ruquier il y a quelques années pour présenter votre livre. Et donc, on parle de la révélation de Jean Charbonnel qui connaîtrait 2 noms qui seraient directement mêlés à la mort de votre père. Et au montage, les monteurs coupent votre réponse lorsqu'on vous demande quels sont ces noms. Est-ce que vous pouvez aujourd'hui nous les communiquer? Ben, je ne peux pas les communiquer parce que immédiatement ces gens-là porteraient plainte et c'est au moins l'un d'entre eux et donc ça sert à rien. Ce qui est important, c'est qu'effectivement nous avons maintenant un juge d'instruction et que malheureusement Monsieur Charbonnel est décédé, mais il a laissé des traces qui seront pouvoir être exploitables par la magistrate. Alors, la précédente, déjà d'il y a quelques mandats, hein, mais la précédente ministre de la Justice, Michèle Alliot-Marie, vous avez refusé une réouverture de l'enquête, contrairement à ce qui avait été pu faire pour d'autres affaires, comme l'affaire du petit Grégory, etc. Comment vous expliquez ce refus? Normalement, dans un état de droit, il est censé y avoir une séparation des pouvoirs et une justice indépendante. Donc, au vu du nombre incalculable d'anomalies, toute personne dotée de bon sens aurait réouvert une enquête. Alors, il y a eu donc dès le départ une pression politique et de de certaines personnes qui appartiennent et qui travaillent pour l'État. Madame Alliot-Marie, elle a toujours été effectivement très contre qu'on puisse faire avancer ce dossier. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand le dossier est recouvert par un non-lieu, donc à tout moment, on peut réouvrir ce dossier sur fait nouveau. Donc vous faites allusion à ça. Nous, on avait demandé une réouverture sur fait nouveau au procureur général de Paris. Et le procureur, avant de nous recevoir, Madame Alliot-Marie, quelques jours avant, s'était exprimée lors d'une conférence de presse, quand on lui posait la question sur l'affaire Boulin, parce qu'en plus, elle l'avait lu à Libourne, cette conférence de presse. Elle dit non, non, je suis contre. L'affaire Boulin, c'est terminé. Bon, alors, donc, le procureur, on s'est retourné vers lui en disant, attendez, c'est pas la peine de venir vous voir, hein, parce que de toute façon, Mme Alliot-Marie a décidé. Donc, il faut savoir qu'un procureur est quand même soumis à la hiérarchie. C'est pour ça que nous avons actuellement 2 plaintes. Cette plainte qui continue de 83, qui continue à Paris, mais où nous dépendons d'un procureur général. Et puis, cette plainte que nous venons de faire à Versailles, dont nous ne dépendons que d'une doyenne des juges qui décide d'une façon indépendante, normalement. Donc la séparation des pouvoirs, elle existe pour la doyenne des juges, elle est depuis fort longtemps, elle n'existe pas dans le premier cas où on dépend d'un procureur général qui est nommé en Conseil des ministres. Voilà. Donc même maintenant, si on nous dit on ne fait plus pression, le gouvernement nous dit on ne fait plus pression sur les affaires individuelles, de toute façon, c'est pas une affaire individuelle. Mon père était mort en exercice.
ministre en exercice, ça ne me semble pas une affaire individuelle, mais de toute façon, il y a toujours eu des pressions importantes. Mais je dois reconnaître que le procureur général de Paris, quand il a refusé cette réouverture, m'a fait une lettre me disant que je devrais porter plainte, déposer une nouvelle plainte, parce qu'à chaque fois que je demandais une réouverture, c'était pour qu'il y ait un supplément d'enquête et non pas pour charger une personne qui serait susceptible d'être l'assassin. Donc, effectivement, il a bien fait, c'est ce que nous avons suivi ses conseils. D'accord, merci pour ces précisions sur la confusion que j'ai pu émettre avec ma question. Pas une Ouais. confusion, en France, il y a la séparation des pouvoirs. C'est Mhm. marqué dans notre constitution, vous avez tout à fait raison. Je parle, moi, des pratiques. Voilà, Mais autrement, vous avez raison sur les le principe. principes fondamentaux. Alors, lors d'un précédent entretien téléphonique que nous avons eu, vous m'avez parlé du concept d'état profond dont cette affaire serait révélatrice. Est-ce que vous pourriez développer ce concept? Eh bien, écoutez, en fait, il y a des réseaux qui sont des réseaux parallèles, qui sont des réseaux qui sont affidés au pouvoir politique. Pendant très longtemps, De Gaulle, mon père me disait que De Gaulle les mettait dans un enclos, que Pompidou les avait lâchés, c'est-à-dire qu'il y a des bases œuvres dont se servent les politiques. Alors au départ, c'est pour l'intérêt général, c'est-à-dire que si vous avez un terroriste qui va tuer tout le monde sur les Champs-Élysées, euh, avant qu'on ait toutes les preuves, on peut demander à ces réseaux de les exécuter avant. Et après, il y a des gens qui deviennent, il y a malheureusement, depuis la libération, on a bien vu, on s'est souvent, même comme à Marseille, appuyé sur les gangsters, le grand banditisme pour se libérer aussi des Allemands. Donc il y a eu une porosité importante. Et du temps de De Gaulle, avec le SAC, ça a été ça. Au départ, le SAC, c'était pour... il y avait des réunions publiques et contradictoires qui étaient un peu violentes. Il fallait des gens qui mettent de l'ordre. Et puis, petit à petit, de ces gens qui étaient censés mettre de l'ordre, au moment de l'OS, sont allés plus loin, exécuter des gens. Et ça a fini par faire un SAC complètement dévoyé qui va jusqu'à la tuerie d'Oriol, où cette personne, un policier avec 6 membres de sa famille, ont été tués par le SAC. C'est pour ça qu'il était interdit, Mitterrand l'a fait interdire. Donc il y a ces réseaux, il y a ces pratiques qui font que l'État se sert de ces réseaux parallèles pour, voilà, pour bien arranger leurs affaires. Alors évidemment, c'est totalement illicite, illégal, que ça peut aller loin. Moi, je sais que il y a un commissaire qui racontait qu'il y a certains procureurs qui ressortaient de prison des gens qui ont été condamnés lourdement pour pouvoir faire des exécutions. Et donc, il y avait des remises de peine. Voilà, tout ça existe. Il y a une dame qui m'a très bien expliqué que son mari avait fait être militaire en Algérie, avait fait une grosse bêtise, donc on lui a proposé de passer, d'être voilà, en conseil de guerre ou de travailler un peu à la Nikita. Voilà, c'est donc lui, on l'appelait 2 fois par mois. Il était tireur d'élite et il exécutait les gens voilà, que tous ces réseaux, cet état profond lui demandait d'exécuter. Voilà. Donc c'est pour ça que je crois que il faut prendre conscience quand même que ça a beaucoup existé. J'espère, je ne sais pas ce qu'il en est maintenant, mais vous aviez quand même beaucoup de monde qui avait des cartes DRG qui n'aurait jamais dû les avoir. Mhm. Alors, ça va nous permettre de parler un petit peu aussi des médias, parce que à part quelques rares journalistes intègres qui ont enquêté sur l'affaire et dont certains ont été clairement menacés, qu'est-ce que cette affaire nous révèle sur la classe journalistique?
Ben, le problème, c'est que l'idéal dans notre société, c'est que quand même il y ait une séparation des pouvoirs, on en a parlé précédemment, entre le pouvoir judiciaire et le pouvoir politique, et puis qu'il y ait aussi un véritable pouvoir médiatique indépendant de tout ça. Le problème, c'est qu'en France, quand on regarde, la plupart des grands médias appartiennent aux marchands d'armes, appartiennent à des très grands groupes qui, d'ailleurs, on voit la Bolloré qui vient de racheter Canal+, et c'est sans doute pas souhaitable parce que il n'y a rien de mieux que d'avoir des journaux indépendants. D'ailleurs, je pense que s'il y avait des journaux vraiment indépendants, ils marcheraient bien, les gens achèteraient plus de journaux, ou regarderaient peut-être mieux. Voilà. Alors le problème, c'est qu'effectivement, il y a même une analyse où on sait que il y a un parallèle à faire entre le nombre d'heures de passage de médias pour un candidat à la présidence de la République et les résultats finaux à la présidentielle. Donc, il est très important pour ces hommes politiques de passer à des heures d'une certaine façon et beaucoup dans les médias. Et après, évidemment, ils sont liés à ces médias parce qu'il faut les remercier quand même de tout ça. Donc, les gens qui sont vraiment courageux, qui veulent faire bien leur métier, sont rares et beaucoup ont des ennuis. Beaucoup ont des difficultés pour garder. Moi, j'ai rencontré des gens formidables dans l'affaire Boulin, voilà, je pourrais en citer, mais bon, et qui ont été écœurés, qui en font autre chose aujourd'hui, qui sont partis. Mhm. Parce qu'ils n'ont pas les moyens, d'abord pas les moyens financiers, pas les encouragements de travailler. Et c'est vrai que peut-être pour se renseigner, maintenant, ce sont les livres. Des gens, euh, on, on écrit des livres et là, il y a moins de censure. D'accord, mais aujourd'hui justement, dans les médias, dès que quelqu'un va douter de la version officielle qui nous est présentée par soit les médias de masse, soit le gouvernement, il est tout de suite traité de complotiste, conspirationniste. Mais cette affaire Boulin, finalement, n'est-elle pas révélatrice du fait qu'il soit sain de douter de ces versions officielles? Ben oui, non, mais Dreyfus, c'était pas un complot. Et puis, l'histoire de France est remplie de complots. C'est ça l'histoire de France. Or, à un moment donné, la CIA avait lancé toute une campagne pour dire et pour se protéger finalement, surtout, ah mais vous voyez des complots partout, vous êtes des complotistes. Et alors maintenant, c'est une habitude, il y a plus de complots. Voilà. Donc dès que vous parlez qu'on commence à douter, mais c'est une attitude extrêmement malsaine. Parce qu'effectivement, dans l'histoire de l'humanité, il y a toujours eu des complots. Hein. Bon, alors on ne sait pas pourquoi. Tout d'un coup, depuis des dizaines d'années, on serait exempt de ce qui s'est toujours passé dans l'histoire. Bon, non, c'est une volonté qu'on ne cherche pas. C'est une volonté de vous faire taire. Il y a des pressions, là on n'en a pas parlé, mais nous on a subi des grosses pressions pour ne pas porter plainte. C'est pour ça qu'on a porté plainte tardivement. Mais il y a aussi, et puis des menaces et des trafics de freins et nos téléphones tout le temps euh, épiés, mais les journalistes aussi. Voilà. Donc James Sarrazin l'a raconté, comment il a été alpagué, comment on lui a demandé de s'arrêter de s'intéresser à l'affaire Boulin. En fait, il y en a beaucoup qui ont subi des pressions comme ça. Et il y en a qui ne veulent pas le dire parce que justement, on veut pas, il faut être traité de complotiste, c'est bon. Mais c'est pour vous intimider. Donc tout ça, c'est pas grave. Si ça marche pas, intimidation, on va quand même pas exécuter tout le monde. Hein. Mais les journalistes qui ont la volonté de travailler, c'est un dossier qui est lourd. Là, je vois que vous avez bien travaillé, bravo. C'est un dossier qui demande du temps. C'est un dossier qui demande du courage. Bon, bah, c'est pas toujours partagé par la majorité des journalistes. Et le mot de la fin, mais enfin, ça me semble évident, mais vous êtes déterminé à aller jusqu'au bout, quelles qu'en soient les conséquences? Bah, écoutez, ça fait 36 ans que je prends des risques.
Mais je pense que maintenant, quand même, les choses sont moins dangereuses pour moi qu'elles n'a été à un moment donné. Je suis confiante, enfin moi je suis heureuse d'avoir un magistrat et un avocat qui ont à peine 40 ans. Ils n'ont pas tout le poids de ce passé. Et puis, je crois que les magistrats maintenant, enfin certains, ont pris goût à leur indépendance, que ça va continuer. Je crois qu'on va avoir beaucoup de pression, qu'on va nous raconter encore n'importe quoi. Certains vont essayer de faire des contrefeux. Mais voilà, nous sommes concentrés et prêts à continuer le combat. Très bien. Eh bien, Madame Fabienne Boulin-Burja, je vous remercie d'avoir accordé cet entretien à l'agence Infolibre. Et puis, ben, je vous souhaite courage pour la suite de l'affaire en espérant que la justice puisse enfin révéler la vérité sur cette tragique affaire Boulin. Mais en tout cas, moi, je vous invite à venir régulièrement m'interroger sur l'évolution de ce dossier. Ce sera fait. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.